Bonsoir madame, monsieur, vous regardez Al24 News, l'essentiel de l'actualité de ce mardi 9 novembre 2021. Au Niger, 27 enfants préscolaires ont péri lors de l'incendie de leur école, un drame survenu au lendemain de l'effondrement meurtrier d'une mine d'or dans la même région. Clôture aujourd'hui des travaux de la première session du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien. Les deux pays ont décidé de passer à l'action. La société espagnole de distribution de gaz a reçu un communiqué du ministère algérien de l'énergie empêchant Madrid de revendre le gaz algérien à Rabat. Culture, le cinéma algérien et italien, une coproduction cinématographique qui a vu naître des chefs-d'œuvre du grand écran algérien. Et nous entamons cette édition par cette tragédie survenue au sud du Niger. 27 enfants préscolaires sont morts lors de l'incendie de leur école construite en bois et en paille. Un événement d'autant plus déplorable qu'il est survenu au lendemain de l'effondrement meurtrier d'une mine d'or dans la même région. Plus de détails avec Amel Hamziane. Au moins 27 écoliers nigériens âgés de 5 à 6 ans ont péri ce lundi dans un incendie qui a ravagé leur école. 19 autres ont été blessés, dont 4 sont dans un état critique. Cette école, située à Maradi, au sud du Niger, était construite de bois, de paille et de tôle. Le gouverneur de la région, Cheibou Abou Bakar, affirme que les origines de l'incendie sont ignorées pour le moment et qu'une enquête est ouverte à cet égard. Cependant, il déclare un deuil de 3 jours au niveau de la région à compter d'aujourd'hui mardi. Ce tragique événement vient endeuiller une fois de plus le peuple nigérien, d'autant plus qu'il est survenu au lendemain de l'effondrement meurtrier d'une mine d'or dans la même région, dont le bilan provisoire est de 18 morts. Au Niger, un des pays les plus pauvres au monde, les autorités construisent des milliers de hangars en paille et en bois où les enfants suivent les cours, parfois assis à même le sol, pour remédier à l'insuffisance des classes. Suite à ce drame, le président nigérien Mohamed Bazoum a décidé de fermer toutes les écoles en paillotte dans la région. Il promet de mettre en place des classes dignes de ce nom. Et pour avoir plus de détails sur cet incendie, je vous propose d'écouter Saki Tarnan. Il est journaliste dans une radio locale au Niger. Voilà, donc l'incendie s'est déclaré un peu avant midi. C'est dans une école qui s'appelle AFN, qui se situe au quartier Nouveau Carré de Maradi. Donc, ça concerne les élèves du préscolaire. Il y a 8 classes en paillotte qui ont pris feu. Maintenant, il y a eu des victimes, il y a au moins une quarantaine de personnes concernées. Au moment des faits, il y a eu 20 morts et 19 blessés, dont 10 graves. Maintenant, la situation a évolué. Entre hier nuit et aujourd'hui, il y a 5 décès parmi les 19. Donc, c'est qui porte le nombre de personnes décédées à 25. Tout à l'heure, à moins d'une heure, on nous a encore signalé les décès des 2 autres élèves. Donc, c'est qui porte en tout le nombre des enfants tués dans cet incendie à 27. Toujours aux frontières algériennes, clôture aujourd'hui des travaux de la première session du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien. Les deux pays ont décidé de passer à l'action, notamment en matière de sécurisation de la bande frontalière. Les détails avec Mohamed Amina Barkan. Au lendemain de l'attaque du Maroc qui a ciblé 3 ressortissants algériens alors qu'ils étaient en chemin vers la Mauritanie sur l'axe routier reliant Ouargla-Nouakchott, les ministres de l'Intérieur algériens et mauritaniens, Kamel Beljoud et Mohamed Salem Ouil-Marzouk, réunis en première session du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, ont décidé de sécuriser les déplacements entre les deux pays. Les résultats de la commission ont démontré tout l'intérêt porté au diagnostic de la situation sur le terrain.
et tracer les objectifs qui visent à lever le niveau de développement dans les régions frontalières à travers un schéma qui permettrait aux citoyens de ces régions de s'adapter au climat de développement global pour assurer la sécurité et la stabilité et renforcer le bon voisinage. La Mauritanie, partenaire commercial de l'Algérie, d'où la nécessité de sécuriser les frontières. Les deux parties se sont donc mis d'accord sur la création d'une zone de libre-échange, l'achèvement du tronçon routier reliant Tindouf à Zouirat, la relance des accords de pêche et la facilitation des déplacements des opérateurs économiques entre les deux pays. Dans les domaines commerciaux et économiques, les experts sont arrivés à ces décisions. La construction de la route reliant Tindouf à Zouirat, bâtir une zone libre d'échange entre les deux pays au niveau de la bande frontalière. L'organisation d'expositions économiques et commerciales régulières à Nouakchott, faciliter l'accès aux opérateurs économiques entre les deux pays pour la commercialisation de leurs produits, explorer les possibilités de partenariat et d'entraide entre nos deux pays dans les domaines de la recherche, de l'exploration et de la production hydrocarbures par le biais des investissements. Intensifier la coopération et l'échange d'informations entre les services de sécurité, l'une des recommandations phares en cette session du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien. En Palestine, l'entité sioniste continue de narguer le droit international et à bafouer les droits des Palestiniens, allant même jusqu'à les exproprier de leur maison, pendant que le silence des grandes puissances se fait complice. Tinhinan Makassi. Adamir, El-Haq et 4 autres ONG palestiniennes ont été classées comme organisations terroristes par le ministère israélien de la Défense, prétextant, je cite, qu'elles étaient satellitaires du parti interdit FPLP et responsables de détournement de fonds. Oui, écoutez, c'est un nouveau prétexte que cherche évidemment le pouvoir israélien. En fait, il s'aperçoit que les ONG palestiniennes ont un grand impact au niveau international parce qu'ils ont des capacités d'information, évidemment, qui permettent à l'opinion mondiale de connaître exactement la politique de répression que mène Israël contre le peuple palestinien. Le FPLP, rappelons-le, est considéré comme une organisation terroriste par l'entité sioniste et classée sous liste noire aux États-Unis, en Europe, au Canada et au Japon. Et le prétexte est grossier parce qu'en fait, ça fait des années, des dizaines d'années que d'abord ces ONG existent et n'avaient jamais posé problème à personne. Et logiquement, que même le FPLP, qui est une organisation politique palestinienne qui était partie de l'OLP, est une organisation politique de résistance comme les autres, quoi. Donc il n'y a jamais eu de caractéristiques particulières. Les exactions de l'entité sioniste et la complaisance des grandes puissances sont en totale contradiction avec le droit international. Mais les États-Unis, pour une fois, n'ont pas, en quelque sorte, approuvé à 100% l'attitude d'Israël vis-à-vis des ONG. C'est très important, à mon avis, pour la suite. Et ce qui est très impressionnant aussi, c'est que l'Europe n'a même pas la position des États-Unis sur cette question. Ce qui montre que vraiment, au niveau européen, il y a un retard considérable de réaction, non seulement de réaction, mais en fait, on laisse faire une politique inadmissible au point de vue, disons, de la liberté d'opinion. Ainsi, depuis plus de 15 ans, l'entité sioniste maintient le blocus sur la bande de Gaza et El-Quds Est et prévoit la construction de 3000 nouvelles colonies. L'armée d'occupation sioniste exproprie et chasse les habitants du quartier Sheikh Jarrah pour isoler El-Quds des autres villes et l'isoler complètement de la Cisjordanie. La force d'occupation continue également à encercler la bande de Gaza. Ce blocus engendre une crise humanitaire et économique désastreuse. Comme tout le monde le sait, la bande Gaza est encerclée depuis plus de 15 ans, ce qui a engendré une situation économique chaotique. Le chômage y dépasse les 75%. Au jour d'aujourd'hui, plus de 4500 Palestiniens croupissent dans les prisons du colon israélien. Parmi eux, plus de 200 enfants, affirment les chiffres des organisations humanitaires. De nouveau, pourparlers entre Riyad et Téhéran se sont ouverts. Pour rappel, les discussions entre les deux principaux rivaux régionaux se sont tenues à 4 reprises sous les auspices de l'Irak.
Le dernier round de dialogue entre les deux pays a eu lieu le 21 septembre. Hier, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a affirmé que la reprise du dialogue entre l'Iran et l'Arabie saoudite dépend du sérieux de Riyad. Les positions politiques divergent néanmoins entre les deux puissances régionales au Moyen-Orient, notamment concernant le dossier du Liban. Santé, direction l'Allemagne, une nouvelle vague de Covid-19 s'abat progressivement sur le pays. Des dizaines de milliers de cas sont détectés chaque jour. En parallèle, les taux d'incidence grimpent en continu. Les détails avec Neila Ethamoud. Inquiétude en Allemagne face à un regain de contamination au Covid-19 qui entraîne un afflux de malades dans les hôpitaux, en majorité des personnes non vaccinées. Plus de 15 000 nouveaux cas ont été enregistrés en l'espace de 24 heures, un niveau jamais égalé depuis le début de la pandémie il y a 1 an et demi. Malgré la hausse des contaminations, le nombre de décès enregistrés par les services hospitaliers reste relativement faible. Mais face à cette flambée épidémique, certains dirigeants politiques appellent le gouvernement fédéral à prendre des mesures rapides, comme le retour à la gratuité des tests PCR ou la réouverture des vaccinodromes. Les personnes non vaccinées sont soumises à de nouvelles restrictions. L'accès aux restaurants en intérieur et aux événements en intérieur sera limité aux personnes totalement vaccinées ou pouvant présenter une preuve de guérison du Covid-19. Ces nouvelles règles sont les plus contraignantes prises en Allemagne contre des personnes non vaccinées. Seuls les enfants et les personnes ne pouvant recevoir de vaccin pour raison médicale seront exemptés. Le nombre total de personnes infectées par le coronavirus dans le pays frôle les 5 millions de cas. 96 731 personnes en sont mortes en raison du virus. Cette poussée épidémique intervient alors qu'Angela Merkel s'apprête à quitter son poste de chancelière et que l'Allemagne se cherche toujours un gouvernement. L'ex-président géorgien Mikhail Saakashvili a été transféré vers un hôpital-prison. Son état de santé se dégrade. Il a été emprisonné le 1er octobre et depuis a entamé une grève de la faim. L'ex-président a également déclaré craindre pour sa vie après avoir été maltraité physiquement par ses gardiens. Une déclaration qui a poussé des dizaines de milliers de ses partisans à manifester à Tbilissi. Mikhail Saakashvili a été emprisonné à son retour de 8 ans d'exil juste avant des élections municipales remportées par le parti au pouvoir du rêve géorgien. Puis en Pologne, la tension monte à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Les Polonais accusent les Biélorusses de volontairement amener des migrants à la frontière. L'OTAN, de son côté, dénonce une escalade. Les ONG et les journalistes ne peuvent pas se rapprocher du terrain d'action où un état d'urgence local a été appliqué par la Pologne. Au moins 10 migrants sont morts jusqu'à présent dans la région, dont 7 du côté polonais de la frontière. Économie, la société espagnole de distribution de gaz a reçu un communiqué du ministère algérien de l'énergie empêchant Madrid de revendre le gaz algérien à Rabat, après que les autorités marocaines aient exprimé leur volonté d'obtenir du gaz algérien d'une manière ou d'une autre via des sociétés espagnoles. Retour sur ce sujet avec Mohamed Wali Ben Chapen. Dans son éditorial, le quotidien ibérique El Mundo a publié le contenu du communiqué du ministère de l'Énergie interdisant Madrid de revendre le gaz algérien à Rabat. L'Algérie barre la route aux ambitions marocaines d'obtenir le gaz algérien suite à la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a tranché pour le non-renouvellement du contrat du gazoduc Maghreb-Europe le 31 octobre dernier. Le ministère de l'Énergie exprime son refus catégorique de revendre le gaz algérien à Rabat ou le retransférer par la même canalisation ou par tout autre intermédiaire éligible à transporter le gaz aux voisins de l'ouest du continent africain. Cette décision est autorisée par les termes de l'accord à long terme signé avec les partenaires européens, à l'instar de la France, l'Espagne et l'Italie, et donne à l'Algérie le droit d'opposition et de suivi sur les réseaux de distribution. À noter que le Maroc a bénéficié de plus d'1 milliard de mètres cubes de gaz algérien au titre des droits de transit. En raison d'un comportement du Maroc qui va à l'encontre des règles de la diplomatie, l'Algérie a décidé qu'elle ne renouvellera pas ce contrat de transport de gaz et assurera désormais l'approvisionnement
de son client espagnol via le gazoduc Medgaz. Celui-ci relie directement la ville algérienne de Bnissaf et celle d'Almeria en Espagne. Accord d'association Algérie-Union européenne, la révision de cet accord selon une approche gagnant-gagnant demeure une priorité des priorités. Je vous propose d'écouter la directrice générale de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie, Wahiba Bahloul. Nous avons, comme j'ai dit, accueilli favorablement cette décision de renégocier sur la base d'un équilibre gagnant-gagnant. Ce n'est pas un accord d'échanges commerciaux seulement, parce qu'il y a d'autres axes qui n'ont pas été pris en charge. L'axe concernant l'investissement, effectivement. Quels sont les investissements que nous avons eus étrangers, européens notamment en Algérie? L'axe aussi de la libre circulation des personnes aussi. Ça, ce sont des axes sur lesquels il va falloir donc renégocier l'accord complet article par article. Et c'est ça qui est le plus important. Et puis, sport à présent, équipe nationale. Les Verts enchaînent ce soir leur seconde séance d'entraînement sur la pelouse principale du Cairo Stadium. Les 25 convoqués étaient présents, se trouvant dans de bonnes conditions pour leur court séjour en terre des Pharaons. Les coéquipiers de Riyad Mahrez tenteront de rester sur leur lancée de 31 matchs d'invincibilité. Djibouti-Algérie du vendredi après-midi et tout sauf une partie de plaisir. Les Algériens doivent impérativement s'imposer s'ils veulent nourrir leur rêve de qualification au mondial du Qatar 2022. Le Burkina Faso évoluera chez le voisin de l'Ouest face au Niger. Équipe nationale toujours, on parle toujours donc de l'équipe nationale. Il faisait partie des acteurs de la qualification historique de l'Algérie en Coupe du Monde 2010. L'auteur du magnifique but face à l'Égypte au stade Mustapha Chaker, Karim Metmour revient sur le parcours de l'équipe nationale algérienne. Clairement, forcément, c'était même l'équipe nationale d'Algérie. On est devenus les favoris en Afrique avec cette série d'invincibilité, oui, forcément, on est favori, mais pour autant, c'est ce qui est dangereux parce que c'est pas vivre sur ses acquis, c'est de se remettre en question. Mais bon, après, avec le sélectionneur national, Jamel Belmadi, il a les choses en main et puis je m'inquiète pas trop. Je sais qu'il arrivera à remotiver tout le monde et pour que tout le monde se remette en question pour ce match-là et soit concentré pour l'objectif. Culture, et si je vous disais Man of Steel, Wonder Woman ou encore Justice League, toutes ces œuvres ont été réalisées par Zack Snyder, qui a choisi une actrice algérienne pour le rôle principal de son nouveau film. Il s'agit de Sofia Boutella. Elle a notamment joué dans Atomic Blonde ou encore Kingsman. Sofia Boutella est née à Bubbleweed en 1982 où elle s'est lancée dans la danse classique. Son prochain film donc est Rebel Moon, un film de science-fiction réalisé pour la plateforme Netflix. Sa sortie est prévue pour 2023. Après l'indépendance, le cinéma algérien a pris comme allié l'Italie pour toutes ses futures coproductions cinématographiques, des films qui resteront des chefs-d'œuvre du grand écran algérien. Amira Becha. Après l'indépendance, l'Algérie a abandonné la coopération culturelle et cinématographique avec la France. Elle jeta alors son dévolu sur l'un des pays européens vers... La première expérience algéro-italienne fut avec le film documentaire Main libre, réalisé par Ennio Lorenzini et assisté par Mohamed Zinet. Produit par la société Casbah Film de Youssef Saadi, le documentaire est un gros plan sur le visage du peuple algérien libéré, un peuple déterminé à construire un monde nouveau. Le premier western africain et arabe 3 pistolets pour César, produit par Dino De Laurentiis. Un film tourné dans le décor naturel de la ville de Biskra, aux portes du grand désert algérien en 1966. En 1968, on assiste à l'adaptation du roman L'étranger d'Albert Camus par Luchino Visconti.
15 ans plus tard, le bal d'Hector Scola sort au grand écran, où on voit la danse qui est rythmée par les événements des années 30 et 80. Le talonne plus tard, Théo Sahara, tourné à Boussaada, une belle histoire de deux personnes à la quête du bonheur, réalisé par Bernardo Bertolucci. From the acclaimed novel by Paul Bowles. En 2012, Premier homme, une autre adaptation d'Albert Camus, réalisée par Amelio Gianni. 3 ans plus tard, vient Parfum d'Alger, où Rachid Belhadj a travaillé avec le grand chef opérateur Storario. Des pépites du 7e art, qui étaient et resteront à jamais des joyaux de l'art cinématographique en Algérie. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Regarde-moi. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, Emmanuel Macron regrette les polémiques et les malentendus avec l'Algérie et a le plus grand respect pour la nation algérienne et son histoire. C'est ce qu'indique l'Élysée ce mardi 9 novembre. Les récentes déclarations du président français avaient exacerbé les tensions avec Alger et il souhaite que la relation bilatérale se développe au bénéfice des populations algériennes et françaises, mais aussi pour répondre aux grands défis régionaux, à commencer par la Libye. La présidence française a précisé que le président algérien Abdelmadjid Tebboune était invité à la conférence de vendredi pour aider la Libye à redevenir un pays stable, notamment en préparant l'élection présidentielle en Libye prévue le 24 décembre. L'Algérie est un acteur majeur dans la région et le président français souhaite la participation du président Tebboune à cette conférence, selon le conseiller du président Macron. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour l'édition de 13h. Bonne suite des programmes sur Al 24 minutes.